Eh ben, bonjour à ceux que je ne connais pas. Merci à vous de venir. Je suis la dernière chose entre vous et une bière sur le port, donc je sais que c'est compliqué. Merci aux orgas de m'avoir invité à cette conférence que j'adore particulièrement, puisque La Rochelle, c'est un peu la plage de Tours. Si vous ne connaissez pas Tours, Tours, c'est la ville qui est au centre de tout. Voilà, j'ai tout résumé. Qui connaît, n'est-ce pas? Merci. Qui sait ce que c'est qu'une CLI? Bon, la majorité d'entre vous, vous savez que c'est Command Line Interface. Donc en fait, c'est qu'on fait du hype avec de l'ancien. Alors je vois beaucoup de cheveux gris comme moi, donc vous avez certainement connu, alors peut-être pas les années 60-70, mais en tout cas les mainframes. On a fait des terminaux passifs. Ce matin, Thierry a fait un peu l'historique, donc on voit qu'en fait, on n'a pas attendu les années 2000 pour utiliser des terminaux. Et ça revient à la mode justement dans les années 2000 à peu près, avec des gros frameworks comme Spring Boot notamment, ou Quarkus, où c'est un peu pénible d'initialiser toute la structure projet avec tous les fichiers, et donc en fait ils nous fournissent des outils dans le terminal pour automatiser principalement des actions et interagir avec nos frameworks préférés. Et puis maintenant tout est API en général, on aime bien les communiquer avec des API REST, et donc du coup on utilise ces CLI, alors souvent avec un SDK au milieu, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, ça évite de faire des curls en direct, etc. Les plus connus, kubectl, kubectl, vous l'appelez comme vous voulez, Docker, en fait, c'est vraiment des CLI assez connus. Et puis en ce moment, je pense que vous êtes au courant qu'il y a quelques CLI boostés à l'IA. Il paraît que c'est à la mode. Si vous êtes ici, peut-être que ça vous intéresse de savoir comment on code une CLI. Alors j'ai envie de dire, moi, toutes les technos, Thierry en a parlé ce matin, on est un peu sur la même longueur d'onde. Alors prenez une techno quand même qui génère un truc exécutable dans un terminal, sinon c'est un peu chaud. Historiquement, on voit beaucoup de C, de Python et de Perl. Vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est pas d'aujourd'hui les CLI, donc forcément il y a des langages un peu plus anciens. Et puis ces derniers temps, du Rust ou du Go. Alors pas que parce que c'est hype, mais il faut reconnaître qu'il y a vraiment un outillage pour les faire et les distribuer qui est vraiment très bien fait en Rust et en Go. Alors moi je vous ai pas dit, mais je suis un vieux développeur Java, j'ai commencé en 1.0.2. Je vous laisse calculer l'âge que j'ai. Et donc, j'aime pas particulièrement Go et Rust. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'aime pas ça. Et donc, du coup, j'aime bien regarder ce que je peux faire en Java quand il y a un truc qui m'intéresse. Et si vous tapez Java CLI, vous allez tomber sur Picocli à coup sûr. Thierry en a un peu parlé ce matin. L'écosystème est un peu moribond sur la partie CLI. Encore plus TUI. Effectivement, moi, j'ai pas trouvé non plus de choses pour faire des TUI. Donc, c'est du Java pour faire une CLI. Puis, j'ai eu la bonne idée pour ceux qui aiment se faire mal de le porter en Kotlin ou en Scala et aussi en Groovy. C'est un langage donc des technos sur JVM. C'est simple grâce aux annotations. Alors, si j'ai pas demandé, qui ne fait pas de Java? Okay. Donc en gros, en Java, c'est comme dans beaucoup de langages, on a rajouté énormément de sucre syntaxique et donc des annotations pour simplifier le développement, on verra. Et moi, je vais utiliser Quarkus. Alors Quarkus, si vous ne connaissez pas, c'est Java subatomique supersonique ou Java supersonique subatomique. Je ne sais jamais l'ordre. En tout cas, c'est faire du Java sous stéroïde. Je te la devais, celle-là. Pour la partie cloud native. Alors nous, c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est plutôt l'expérience développeur. Vous allez voir que moi, je suis un champion du monde. Mon boulot, c'est de mettre des Hello World en prod. Et donc, du coup, j'aime beaucoup l'expérience développeur de Quarkus. Et puis, ce que je vous propose, c'est à la fin, vous me direz si oui ou non je vous ai convaincu que l'on peut faire une CLI en Java. Attention, cascade, changement de micro. Et je mets le son. Et je remets le son. Je vais engueuler après. Oh. Alors, hop, tac. On va grossir un petit peu. Je parle de l'écran. C'est toujours... Ça va? Ouais. Alors, première chose. On avance. Si ça l'arsène trop, vous me le dites. Donc, on va se créer notre CLI. Donc pour ça, moi j'utilise une CLI, celle de Quarkus, et elle est écrite en Java et avec Picocli, donc ça tombe bien. Donc si vous êtes familier à Java, vous reconnaissez ici un bout de Maven, c'est group ID, artifact ID, version. Là, ce sont deux paramètres, create CLI, pour créer toute la structure projet que je vais utiliser pour faire ma CLI, et ici une extension. Vous voyez ça comme extension, plugin, vous mettez le mot que vous voulez. En gros, c'est rajouter des libs ou du comportement à Quarkus en évitant aux équipes Quarkus de coder ça directement dans Quarkus Cœur. Et là, j'utilise une extension REST Client Jackson qui va me permettre de requêter des API REST et de gérer la serialisation, déserialisation en Jackson, qui est plutôt une lib assez connue pour faire ça en Java. Donc là, on va voir si j'ai une connexion Internet. Ça va regarder sur le hub de Quarkus, ça va me télécharger plein de trucs. Donc moi, je suis en dry run parce que j'ai déjà créé. Mais donc en gros, il me dit qu'il fait plein de choses en Maven, il m'initialise des choses avec des extensions. Vous voyez qu'il me rajoute aussi la Picocli ici. Il est un
peu arrêté dans le temps, mais pas trop. Il est en Java 21, c'est déjà pas mal. Moi, je tourne en Java 24, donc vous allez voir quelques warnings parce que j'ai dû mettre des choses parce que c'est pas encore tout prêt pour être compatible 24. Donc, on est en Maven. Du coup, en Java, avec Maven, on a un beau POM XML qu'on adore tous, avec l'extension Picocli et l'extension REST Jackson. Et puis, bon, ça me met plein de trucs de version en haut. Ça me génère donc un répertoire et une structure projet classique en Quarkus. Alors faites pas trop attention à tous les fichiers, c'est des fichiers que je vais utiliser après. Mais on a un beau SRC avec un répertoire Docker. Donc nous, on ne verra pas aujourd'hui la partie Docker, puisque c'est vraiment pour construire les images et déployer votre appli Quarkus dans un cube, par exemple. Vous avez donc la partie Resources où il y a une application Properties de manière assez classique, hein, comme en Spring Boot. Si vous faites du Spring Boot et que vous découvrez Quarkus, il m'arracherait la tête s'il m'entendait, mais en gros, c'est un peu pareil. Hein. L'idée, c'est de vous simplifier la vie. Vous mettez un gros properties avec plein de trucs et puis des annotations partout, et puis ça marche comme par magie. C'est pas enregistré, donc je risque rien. Donc, quand on crée le projet, ça nous crée une petite classe d'exemple, donc une CLI au sens Picocli. C'est quoi? C'est une classe qui est décorée avec une notation @command. Jusque-là, ça va, c'est plutôt simple. On a un petit nom, donc le nom greeting ici, c'est ce que vous avez tapé dans votre terminal quand vous allez l'utiliser. Après, vous ferez espace et vous mettrez des paramètres. Ici, le mixing standard help option. Donc, ça va vous permettre de générer l'aide en ligne. Vous savez, quand vous faites -h, on verra après comment. Et cette CLI, en fait, elle a un paramètre, d'où la notation @parameter, de type chaîne de caractères. Donc, en gros, c'est un paramètre qui n'est pas nommé. Donc, vous n'allez pas mettre le paramètre name égal. Vous allez juste mettre votre valeur. Et puis, ça va le stocker dans le champ name et ça va l'afficher comme on implémente Runable. On a la méthode run à surcharger et ça vous affiche la valeur de name. Et ce que vous voyez ici, paramlabel description, ça va être utilisé pour construire l'aide en ligne justement dont je vous parlais tout à l'heure. Et la default value, c'est pour ça que je dis que c'est un paramètre optionnel parce que si je mets rien, ça va utiliser la valeur Picocli. Allez, on va aller tester tout ça. Là encore, je vais utiliser Quarkus avec le dev mode. Le dev mode de Quarkus, c'est le hot reloading des classes Java de hotspot, mais qui fonctionne cette fois. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que je le lance, je vais modifier tous mes fichiers et lui va se charger de me garantir que tout est opérationnel. Donc, je n'ai pas de jar à faire, à construire, derrière, à activer, etc. Là, il va tout faire pour moi. Donc, vous voyez qu'il m'a déjà lancé ma CLI ici. Là, il m'a fait hello Picocli gogo commando, donc avec son paramètre par défaut. Et là où il est sympa, c'est que si j'appuie sur E, je passe en mode test, enfin interaction avec ma CLI. C'est comme si j'avais tapé greeting espace dans mon terminal. Et il attend que je lui dise quelque chose. Donc, comme normalement, il est censé m'avoir fait une aide, je lui fais -h. Et là, vous voyez, il me dit, tu as une super CLI. Son paramètre, c'est name. Donc, vous retrouvez les valeurs qu'il y avait tout à l'heure et tu peux l'utiliser. Donc, du coup, on va être très original. Et on va lui mettre un gentil message. Voilà. Et là, vous voyez que cette fois, c'est mon message. Rien de bien foufou, mais vous voyez qu'avec juste créer le projet from scratch, en fait, il m'a déjà mis tous les marqueurs. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui comme CLI, je vais faire un assistant personnel qui va m'aider avec plein de trucs, notamment à chercher des infos sur mon compte public cloud chez OVH. Et donc, du coup, je vais l'appeler Jarvis, parce que ça me fait marrer de l'appeler Jarvis. C'est peut-être marrer que moi, d'ailleurs, mais c'est déjà le principal. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il va falloir que je crée aussi mon SDK. Je vous l'ai dit, une CLI, en général, si on veut être à peu près propre, on ne va pas requêter toutes les API qu'on veut utiliser. On va faire un petit SDK entre les deux. Moi, pour faire ça, vous verrez, j'ai un package SDK. C'est pour simplifier la démo. Sinon, ça me faisait switcher entre deux projets, donc c'est un peu pénible. Mais vous voyez ça comme vraiment un projet à part. Donc, la première chose à faire, c'est que je suis dans le monde Java, j'ai quelques propriétés à mettre. Alors, les premières, je ne vais pas trop vous expliquer, c'est des propriétés propres à OVH Cloud. Je les récupère depuis les verbes d'environnement. En gros, c'est certains credentials et tout ça, donc j'évite de les commiter parce que du coup, ça m'est déjà arrivé et je me suis pris un bug bounty. Donc, maintenant, j'arrête. Et donc, voilà. Mais retenez que ça va me permettre de m'identifier à mon compte. Et puis, là, je vous ai dit, j'utilise REST Client. Donc, REST Client, c'est un helper pour vraiment requêter des API REST. Et donc, la première chose qu'on lui dit, c'est que je vais avoir un service qui s'appelle OVH Cloud API Service. Et sa route URL, c'est celle-ci. Donc, comme ça, je n'ai pas besoin de la remettre à chaque fois. Et surtout, je peux avoir une config différente par environnement de manière assez classique. Ensuite, je vais faire mon service. Waouh, le menu, il est tout petit. La presbytie, c'est terrible. Donc, dans le monde Quarkus, comme dans le monde Spring Boot, on est passé sur du déclaratif essentiellement. Hein. Je fais un contrat d'interface et le code qui est un peu ennuyeux à faire, je le délègue au framework. Quarkus fait pareil. Donc là, je lui balance 2-3 annotations pour lui dire quoi? Je lui dis, en fait, ta racine de ta ressource REST, ça va être /v1. Je t'enregistre en tant que REST client. Pour ceux qui font du Spring Boot, c'est vraiment comment enregistrer un bin, c'est-à-dire je vais pouvoir l'injecter en CDI après dans tous mes autres composants Quarkus, on le verra après. Là, je lui mets des headers.
alors soit statique comme ici le content type, soit dynamique qui vont chercher une clé dans mon properties qui lui-même prend une variable d'environnement. Donc ça permet de rajouter un peu de dynamisme. Et puis après, je vais simplement lui demander en fait de gérer pour moi mes requêtes. Donc pour ça, c'est vraiment du déclaratif. Je crée une méthode getMe en lui disant tu vas envoyer un get sur la route /me. La serialisation va être dans un objet OVH Cloud User. Je ne vous le montre pas, c'est un record, simplement avec tous les champs. Alors vous voyez que j'ai deux paramètres. C'est des paramètres ici qui sont ici parce que chez OVH, on est obligé de signer tout ce qu'on envoie et donc ça va dépendre des paramètres qu'on a mis aussi. Donc voilà, ils sont vraiment dynamiques à chaque envoi. Je peux aussi avoir une route qui est un peu plus dynamique, c'est-à-dire que ici, je veux qu'elle change selon des ID de manière assez classique en REST. Et là encore, j'ai un truc qui s'appelle passParam qui me permet de l'injecter. Et puis après, REST Client, il est censé faire ce qu'il faut. Donc, on va se refaire une CLI qui s'appelle Jarvis cette fois. Alors là, vous allez retrouver ce que je viens de dire. Donc, je vais aller un peu plus vite sur le début. Donc d'abord, je fais une notation @command. Cette fois, je l'appelle Jarvis. Ensuite, moi, j'utilise un logger et pas un system out, mais vous faites un peu ce que vous voulez. Dans mon cas, je prends SLF4j parce que c'est celui que je connais le mieux, mais vous pouvez vraiment prendre le logger qui vous fait plaisir. Je lui rajoute exactement le même paramètre. Hop. Et je vais pouvoir l'utiliser avec mon logger. Ça, c'est la partie la plus simple. Alors, vous avez peut-être vu un truc qui change, c'est que cette fois, moi, j'implémente Callable. Pourquoi j'implémente Callable? Alors déjà, parce que c'est conseillé dans la doc. Donc, moi, je dis ce qu'il y a dans la doc. Et ça se comprend parce que quand vous implémentez Runable, la méthode run revoit void. Et quand vous avez une CLI, quand il y a une erreur, vous aimez bien savoir quel type d'erreur c'est. Et donc, envoyer un code erreur en particulier. Et donc, vous ne pouvez pas avec Runable, alors qu'avec Callable, qui prend integer, du coup, ici, je peux return en fonction du code retour de ma CLI. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille de l'utiliser. Du coup, j'ai juste à faire E-H pour avoir la mise à jour. Et j'ai une stack trace. Alors, je vous rassure, je suis hyper calme parce que c'est une stack trace prévue, une cascade faite par un professionnel. En fait, ce qu'il me dit, c'est qu'il me dit moi, je m'attendais à avoir un bin décoré de @stopcommand. Et pourquoi il dit ça? C'est que, si vous vous souvenez, j'ai encore Greeting qui existe et Jarvis, tous les deux avec @command. Et en fait, ce que fait Picocli, et notamment Quarkus, l'extension Quarkus, c'est qu'au moment où il le lance, il dit c'est quoi ton point d'entrée en fait? Est-ce que c'est Greeting? Est-ce que c'est Jarvis? Moi, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'il s'attend à avoir un truc décoré avec top command pour dire c'est ma commande principale. Donc, il est sympa parce qu'il me le dit. Donc, je vais être sympa et je vais le faire aussi. Top commande. Et là, de nouveau, vous voyez, avec Quarkus, j'ai rien, même si j'ai une erreur, je fais un "-h et de nouveau, cette fois, ça fonctionne. J'ai bien la bonne CLI ici, Jarvis. Et de nouveau, alors je vais juste mettre jug parce que ça évite de perdre du temps. Vous voyez, je suis dans la bonne. Cette fois, j'ai l'emoji. Philippe Charrière, si tu regardes ce replay, c'est pour toi. Bon. Pour l'instant, je n'ai pas trop avancé. J'ai fait donc mon SDK, j'ai revampé ma CLI et je vais faire maintenant ma commande pour aller chercher mes infos chez OVH Cloud. Pour ça, je vais faire une sous-commande. Alors, pourquoi je fais une sous-commande? Parce que déjà, on évite de mettre tout dans une seule classe qui fait des milliers de lignes. Puis, dans la vraie vie, on ferait un peu ça. On voudrait un peu séparer le fonctionnel de nos CLI. Donc, la bonne nouvelle avec Picocli, c'est qu'une sous-commande de la CLI, c'est une commande avec un nom, avec la même option. On va retrouver vraiment le même comportement. Donc, du coup, j'ai plus qu'à injecter mon REST client, je vous l'ai dit, c'est un bin qui est disponible. Alors, on ne peut pas, je crois, de mémoire, je n'ai pas testé, mais je crois qu'on ne peut pas utiliser avec le @inject classique, donc il faut vraiment utiliser le @REST client. Derrière, j'utilise, alors je crée 2-3 petites choses pour mes appels OVH. Là, ça vous permet de voir comment récupérer une valeur d'un properties en Quarkus, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Et cette fois, mes paramètres, je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité de Picocli qui sont les options. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, le @parameter, c'est un paramètre implicite, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de saisir le nom. Les options sont des paramètres explicites. Il faut vraiment les nommer dans sa ligne de commande. Et en plus, là, c'est des booléens, donc c'est un peu particulier, on va le voir. Et donc, du coup, Picocli vous permet de mettre un paramètre avec un tiret. On aime bien faire plein de paramètres qui s'appellent différents mais qui font la même chose. Donc, on a aussi le tiret mi, etc. Donc là, j'ai deux booléens, ce qui fait que si le paramètre est présent, le booléen vaut vrai, et s'il n'est pas présent, bien sûr, il vaudra faux. Donc le premier, c'est pour afficher des détails sur mon compte public cloud, et le deuxième, c'est pour afficher la liste de mes serveurs Kubernetes. Une fois qu'ils sont créés, je vais pouvoir les utiliser de manière très classique. Là, je prends mon premier paramètre. S'il est présent, j'appelle le service que j'ai déclaré tout à l'heure dans l'API. Donc, tout va bien. Je fais pareil avec le deuxième, avec un tout petit peu plus de code, mais il y a juste un for parce que potentiellement, j'ai plusieurs serveurs Kubernetes. Cluster, pardon.
Du coup, on est reparti, -H, et là, du coup, j'ai toujours pas ma sous-commande. Alors, pourquoi j'ai pas ma sous-commande? Parce que, vous l'avez vu, j'ai Greeting, j'ai OVH Cloud Subcommand, j'ai Jarvis. En fait, je peux avoir plein de commandes, mais je ne veux pas forcément les utiliser tout de suite ou les mettre dans cette CLI où je ne sais pas qui est la sous-commande de qui. Et donc, du coup, dans ce cas-là, je vais dans ma commande où je veux ajouter une subcommande, j'ajoute un paramètre qui s'appelle subcommande, quitte accolade, OVH, hop. Et encore une fois, maintenant, tout comme par magie, si je réaffiche l'aide, j'ai une sous-commande OVH Cloud. Je vais pouvoir de nouveau faire -H sur ma sous-commande puisque j'avais la même option. Et vous avez vu, j'ai ça. Donc je fais -M et là, ça va appeler mon API. Donc il y a un petit temps de latence. Et puis bien sûr, comme toute bonne CLI, vous pouvez mixer les options et puis les enchaîner. Et du coup, appeler les deux. Et donc là, j'ai mes infos et j'ai qu'un seul cluster cube qu'il faudra que je mette à jour d'ailleurs parce qu'il est un peu vieux. Donc là, voilà, on est encore dans VS Code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une vraie CLI. Il faut qu'on soit dans le terminal. Donc pour faire ça, encore une fois, moi je vais utiliser Quarkus parce que j'aime bien. Donc je vais builder mon jar exécutable, ou ce qu'on appelait aussi FatJar à l'époque. Pour ça, je prends Quarkus build. Il va me faire un joli jar où je vais pouvoir exécuter ma CLI. On le laisse faire tranquillement. Et puis, vous voyez, il fait 17 mégas. On est dans le monde Java quand même, on ne va pas se mentir, donc 17 mégas, c'est pas beaucoup. Et j'ai ma CLI qui est prête à être exécutée. Donc du coup, voilà, j'ai une vraie CLI. Si je veux le lancer, Java-jar. Alors j'ai oublié un truc, du coup je vais le changer parce que j'ai encore mes logs. Mais vous voyez, ça fonctionne avec JugSummerCamp. Alors du coup, de toute façon, je l'oublie une fois sur deux, mais comme c'est rapide, on va le faire. Hop, on enlève. Là, j'enlève un peu tous les logs verbeux, les décorations Quarkus que vous avez vues. Lui, on va faire ça. Et puis on va le rebuilder juste pour que ce soit propre. Comme ça va vite, ça va le faire. Et on va pouvoir le relancer. Hop, voilà. Et donc, je disais, donc, ça fonctionne. Et bien sûr, avec les options, ça fonctionne. Donc, on a notre CLI, on est super content. Alors, vous allez me dire, ouais, mais du coup, il faut que je connaisse Java, le Java-jar, ton target, ton machin. Ok, on va créer une vraie CLI. Là, vous allez voir, je ne suis pas du tout têtu. Voilà, vous êtes content. Vous allez, hop. Et par magie, cette fois, Jarvis, OVH Cloud, MK, ça fonctionne. Et c'est l'heure de la bière sur le Vieux-Port. Ah, je sais. Bon, on a beau être pas nombreux, je sens que je vais me prendre des pierres si je vous dis que j'ai créé une vraie CLI. Et vous avez raison, pour moi, on n'a pas une vraie CLI. On a un truc qui fonctionne, mais là, si je veux le distribuer, déjà, j'installe un JDK, je ne sais pas lequel. Je dois vous balancer un jar, vous créer un script. Le script, il faut qu'il soit bien. Enfin bon, ce n'est pas une CLI. Moi, je veux un exécutable. Pour une CLI, c'est un exé que je distribue et qui fait le boulot. Donc pour ça, on va utiliser GraalVM d'Oracle, qui est une JVM qui permet, enfin un JDK qui permet de construire des binaires, qui permet de faire plein de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça va construire un vrai exécutable à partir du bytecode que l'on génère. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on y va. On va le construire. Alors, je vais utiliser Quarkus et vous allez très vite voir pourquoi. Donc, pour Quarkus, c'est le mode, ce qu'il appelle le native mode. Donc, ça crée l'exécutable via GraalVM. Donc, je le lance, ça prend un peu de temps. Alors, pourquoi on utilise Quarkus? Parce que ça va me simplifier un peu la vie, parce qu'il y a 2-3 options pour créer un binaire. Vous voyez ici, elles sont ici. C'est toutes les options que je dois passer à GraalVM. Alors, vous pouvez les surcharger. Moi, je n'ai pas envie. Donc, ça m'aide un peu beaucoup. Et puis, ça va faire plein de choses. Vous voyez, il y a 8 étapes. Ça va prendre un peu de temps, 1 ou 2 minutes. Et en fait, parce que ça ne va pas juste vous transformer votre code, votre bytecode en exécutable, ça va vous l'optimiser. Donc, Quarkus optimise déjà beaucoup le code. Mais là, ce qui se passe sur la transformation en binaire, c'est qu'on va enlever du JDK tout ce qui ne sert pas à votre appli. Donc ça, déjà, on l'enlève. Des libs que vous récupérez, tout ce que vous n'utilisez pas, on l'enlève. Et on enlève des fonctionnalités qu'on n'a pas envie d'avoir. Par exemple, la réflexion Java. Alors, peut-être que maintenant, c'est plus la mode. Moi, c'était très à la mode. Au début, j'ai commencé Java. On s'éclatait à faire de la réflexion. Et il y a encore quelques libs qui l'utilisent, notamment pour générer automatiquement des getter-setters, alors que vous les codez pas, etc. Ça ne fonctionne pas. Donc en fait, c'est super important de savoir si votre code est compatible et si les libs que vous utilisez sont compatibles. Et c'est là où le native mode il est sympa dans Quarkus, c'est que par exemple Picocli, dans la doc Picocli, l'extension Picocli de Quarkus, il y a marqué native mode, voilà comment l'utiliser et je sais qu'elle est compatible. Et donc ça, c'est hyper important. Prenez bien des choses compatibles, sinon vous allez galérer parce que
la compilation native, vous ne la lancez pas à chaque fois. Vous avez vu, ça prend du temps. Là, je suis en train de meubler pour que ça finisse. Donc, vous allez le lancer sur votre CI. Donc, si vous codez plein de choses qui ne sont pas compatibles, vous en rendrez compte sur votre CI. L'autre chose qui est un peu pénible avec la compilation native, c'est que là, je suis en train de générer un exe sur mon MacBook M3. Si je le donne à quelqu'un qui a un MacBook Intel, ça ne fonctionnera pas. Encore moins sous Linux et encore moins sous Windows. Donc, du coup, là encore, prévoyez des builds matriciels dans vos CI. C'est là où Rust et Go ont une petite avance, c'est qu'ils génèrent directement des binaires natifs. Vous avez une astuce quand même pour le binaire Linux, c'est que vous pouvez indiquer à Quarkus, enfin à GraalVM au final, de popper un conteneur Linux qui va fabriquer le livrable et qui va vous le mettre à dispo aussi. Donc il a fini. Et puis, on va aller le tester. Donc, vous voyez, là, maintenant, j'ai justement un binaire dans mon target. Et puis, je l'appelle et ça fonctionne. Alors, vous ne voyez pas, mais c'est un peu plus rapide. Mais comme j'appelle une API, forcément, ça, on ne s'en rend pas trop compte. Et puis, cette fois, on va aller voir la taille. Alors, ça fait 61 MB. C'est moins que 250 MB de JDK, on est d'accord. Bon, ça reste 61 MB pour une CLI qui fait pour l'instant Hello World. Mais voilà. Il me reste du temps, c'est merveilleux. Je sens que... J'ai pas parlé d'IA encore. Quand même, vous n'en avez pas eu assez d'IA aujourd'hui. Allez, on va faire un peu d'IA. Je vous ai vendu en plus un assistant personnel qui s'appelle Jarvis. Quand même, j'ai l'air de rien là avec mes calls API. Donc, on va faire un petit peu d'IA. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais relancer mon dev mode, juste pour le premier exemple. Non, d'ailleurs, je vais d'abord rajouter LangChain4j. Donc, LangChain4j, si vous avez été à la conf ce matin de Guillaume, vous savez que c'est un framework qui permet d'accéder à vos LLM, un peu du marché, tous les LLM du marché. Moi, je vais l'utiliser pour accéder à AI Endpoint, qui est donc un produit qu'on a chez OVH Cloud qui permet on vous met à disposition une cinquantaine de LLM open weight. Alors on reviendra ensemble si vous voulez la différence entre open weight et open source dans le monde de l'IA. S'il vous plaît, dites open weight et pas open source, ça me fera plaisir. Et du coup, je l'ai utilisé pour aller requêter ça. Il y a plein d'autres providers, il y a OpenAI, il y a Mistral, il y a vraiment plein de choses. Vous voyez ça, si vous ne connaissez pas LangChain4j, c'est un ORM sur les LLM. Comme vous faites avec Hibernate, maintenant vous ne codez plus vos requêtes et vos transports directement en base de données. Ben là, c'est exactement la même chose. Alors, j'ai rajouté l'extension avec Quarkus, et puis du coup, on est en Java, donc j'ai forcément des propriétés à rajouter. Donc là, moi, j'utilise la Mistral 7B dans ma démo. On peut positionner l'URL, API key, etc. Le nombre de tokens, si vous vous posez la question, un token dans le monde de l'IA, en gros, c'est un mot. Enfin, c'est pas vrai, c'est 4 tokens pour 3 mots. Mais faites attention à ça dans vos codes. Capez-le parce que c'est ce qui vous est facturé à la fin. Donc, c'est important de ne pas envoyer trop quand vous n'en avez pas besoin. Et puis on va se retrouver comme tout à l'heure, on va avoir une belle interface qui va nous permettre de faire ça. Donc là, on n'est plus dans l'optique REST client, et on a une interface, mais qui permet de faire à peu près la même chose du déclaratif. C'est les AI Services chez LangChain4j. Et ce AI Services va me permettre de rentrer encore en mode déclaratif, en mode intentionnel de ce que je veux faire. Donc vous faites un register AI Services, et puis vous allez voir, on fait exactement la même chose. On définit un prototype de méthode, en disant ma méthode, en fait, c'est une méthode qui prend une chaîne de caractères en paramètres, qui retourne une chaîne de caractères. Alors, je l'encapsule dans de multi-mutiny. C'est pour avoir du streaming. Vous savez, les LLM, les chatbots, on aime bien que ça affiche token par token et pas juste d'un bloc. Donc, c'est ce qui me permet de faire cette signature. Et je l'active juste en mettant multi-mutiny. Si j'avais mis juste string, j'aurais été un chatbot bloquant classique. Je mets le user message, ça c'est votre prompt. On voit ici que je peux le templatiser avec Qt, qui est un moteur de templating de Quarkus. Enfin, c'est une extension de Quarkus pour faire du templating. Et puis, le système message, si vous n'avez pas l'habitude, c'est en gros les instructions de mon LLM, c'est la teinte que je donne à mon LLM pour pas qu'il m'explique des choses dont je n'ai pas envie d'entendre parler. Une fois que j'ai fait ça, ça va être vraiment comme tout à l'heure. Je vais juste m'amuser à remplacer des choses. Donc, on lui rajoute le paramètre. Alors, ce même paramètre, c'est juste que la default value est différente. C'est pour ça que j'en recrée un. J'injecte mon service. Alors cette fois, je l'injecte avec CDI, puisque du coup, la notation me crée un bin CDI. On va juste enlever ce paramètre-là qui ne me sert à rien. On enlève ça, et puis on fait le joli code qui me permet de récupérer la réponse de mon LLM. Donc dans ce cas-là, j'appelle mon service ici. Je suis avec Mutiny, donc je transforme ça en stream pour avoir l'esprit token par token. Je mets une petite tempo, sinon un peu trop bu de café le LLM et il va trop vite. Et puis j'affiche les réponses. Donc encore une fois, si tout va bien, normalement, dit mon plus, voilà. Bon, normalement, il comprend les fautes, mais sur la Rochelle.
Alors comme j'ai encore les logs, c'est illisible, on est d'accord. Mais voilà, ça fonctionne, j'ai tout ce qu'il faut. Encore une fois, compilation native. Et puis, si vous voulez le lancer, vous vous retrouvez avec, enfin je dis que j'ai rien à envier à Claude Code. Paf, j'ai une CLI avec un super LLM qui me répond. Plein de choses sympas sur La Rochelle. Il me reste un peu de temps, je vais vous proposer d'avancer dans la partie IA. Cette fois, on va quitter un peu les LLM. On va s'amuser à coder, rajouter une fonctionnalité à la CLI qui me donne un peu le sentiment d'un texte. Voilà, si j'ai envie de savoir un texte plutôt joyeux, hargneux, triste, dépressif. Pour ça, on va utiliser toujours un modèle de AI Endpoint, mais cette fois, on va utiliser un modèle qui juste expose une API REST. C'est pour vous montrer un peu la facilité. Donc, toujours pareil, je recrée mon petit SDK, enfin mon service dans mon SDK. Là, je vais aller vite, non seulement parce qu'il ne me reste plus de temps, mais en plus parce que vous connaissez, vous êtes expert, c'est du REST Client. Donc là, c'est comme tout à l'heure. La seule différence, c'est que je vous montre qu'on peut mettre aussi, bien sûr, l'URL en dur. Bon, c'est un peu dommage, mais vous pouvez le faire si jamais vraiment vous avez une URL qui ne change jamais. C'est un peu mon cas. Et puis là, j'ai une seule méthode, une seule route que j'appelle, qui est en fait un post, et ça me renvoie un texte d'émotion que moi, j'encapsule dans un objet parce que j'ai fait une petite transformation. Et puis, comme tout à l'heure, je vais créer cette fois une sous-commande spécialisée dans l'analyse de sentiments. Donc là, vous avez l'habitude, @commande. J'injecte mon REST client. On retrouve vraiment les mêmes marqueurs que tout à l'heure. J'utilise encore une option, mais cette fois, je vais avoir une option nommée et en plus, je vais devoir mettre sa valeur parce que là, c'est une string. Donc du coup, là, je n'ai pas le choix. Il faut que derrière, je vais mettre sa valeur pour que ce soit stocké. Et puis, je vais pouvoir l'utiliser derrière. Comme tout à l'heure, je fais un if à les renseigner et j'appelle mon service. Vous n'oubliez pas, même si ça marcherait, parce que je l'ai déjà compilé, mais il faut rajouter la sous-commande, sinon je ne la verrai pas. Donc si je l'avais mise dans VHLOT, ce serait une sous-commande de ma sous-commande, mais bon, après, ça fait un peu beaucoup. Et donc là, j'ai plus qu'à le lancer. Hop, et donc, vous voyez, là, c'est de la version binaire, donc c'est pour ça que ça va un peu plus vite. Je mets une chaîne. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, Picocli me permet de faire de la conversion. Alors, automatique ou pas, mais en tout cas, là, je prends celle qui est automatique sur des types un peu plus complexes. Par exemple, si je veux pouvoir manipuler un objet de type file, en fait, j'ai juste à déclarer un @option sur un objet de type file, et Picocli, pour moi, va se débrouiller pour me le créer par rapport au pass que je vais donner, et donc après, je vais pouvoir vraiment l'utiliser comme je n'ai pas eu besoin de gérer l'ouverture, etc. J'ai juste après à le lire, et du coup, si je vous remonte ce que ça donne cette fois avec un fichier. Donc j'ai généré des poèmes tristes et rigolos sur Java. Là, c'est la version triste. Et vous voyez qu'il est tout triste parce que c'est un poème très triste sur Java. La petite dernière feature que je vais vous montrer, c'est en fait, moi, quand j'utilise une CLI, j'aime bien quand je fais Jarvis tab, que ça me donne les options, que ça me donne tout ce que je peux faire. Là, ça me liste mon file system, donc c'est pas très cool. Et en fait, ce qui est sympa avec Picocli, il est où mon Jarvis? Il est là. C'est qu'il y a une sous-commande intégrée qui s'appelle Generate Completion, qui va vous permettre de justement générer la complétion pour vos shells préférés. Moi, c'est ZSH. Et donc, du coup, cette fois, si je fais Jarvis -h, là, il me dit, tu as un truc qui s'appelle Generate Completion. Okay, bon. Comme je ne sais pas trop ce que c'est, je lui fais un -h. Et il me dit, écoute, si tu veux la complétion, tu fais source. Moi, dès qu'il y a un truc à sourcer, je le source tout de suite. Paf, paf. Bon, bien sûr, vérifier quand même dedans, on ne sait jamais. Et là, du coup, si je fais Jarvis tab, j'ai mes commandes. Je mets O, ça me fait la complétion. Je fais un -, ça me dit, tu as tout ça. Et puis, de nouveau, je peux l'utiliser. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Pour conclure et vous laisser aller boire une bière. Allez, je remonte. Alors, je retourne ta cascade. Paf. Ouais, super. Parce que je ne sais pas parler sinon sans être debout. Si vous voulez aller plus loin avec Picocli, vous pouvez faire de l'encapsulation automatique. On l'a vu avec file, string et booléen. Vous pouvez créer vos propres converteurs sur vos types complexes. Ça, c'est super sympa. Vous avez vu qu'on a des valeurs par défaut. On peut avoir des valeurs par défaut dynamiques en fonction de ce que vous saisissez. Ça vous permet d'avoir des valeurs par défaut sur les autres, des validations de valeurs et des listes de choix. Ça vous génère donc l'aide dans ligne. Ça génère aussi les page man si vous avez envie, et puis vous pouvez faire de la coloration. Là, on a vu que ça mettait du gras, mais vous pouvez faire vraiment de la coloration. Retenez bien avec GraalVM, un livrable par OS et par architecture. C'est hyper important, sinon vous ne pouvez pas la distribuer. Et puis vous pouvez faire plein d'autres choses sympas avec Picocli, je vous laisserai aller voir. Sur Endpoint, je vais aller assez vite. Vous avez vu que c'est l'IA as a service. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est orienté pour les devs. On a plein de modèles aussi. On ne fait que de l'inférence, on ne fait pas d'entraînement avec vos données, donc n'hésitez pas. Et puis que je n'ai pas importé un truc over Cloud, j'ai importé LangChain4j. Donc ça, c'est important. On switch assez facilement.
C'est ici. Si vous voulez aller jouer, vous allez sur OVH et vous trouverez tout ce qu'il faut. On fait plein d'autres trucs sympas. On fait de la DB as a service, on fait du conteneur as a service, du cube as a service, on fait plein de trucs as a service, du GPU. Venez me voir, c'est avec plaisir. Il y a des beaux stickers aussi où on vous dit qu'on fait des choses sympas. Tous les liens que j'ai utilisés pour faire cette conf sont là. Moi, je suis Stéphane Philippard, je suis développeur advocate à OVH Cloud et je suis un vieux développeur Java dans les nuages. J'ai un super meet-up à Tours, 2 heures de train, c'est vraiment rien. Donc soumettez vos talks, on vous accueille avec plaisir. Merci. 29h40, je suis dans les temps. Donc à droite, le lien pour les slides, vous aurez tous les autres liens. À gauche, juste les sources. Et au milieu, le feedback d'Open Feedback. Merci tout le monde.